Voilà. J'appelle maintenant Monsieur Jean-Pierre Montier, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres et professeur de littérature et art à l'Université européenne de Bretagne Rennes 2. Il a publié des ouvrages sur Henri Cartier-Bresson et Joseph Koudelka et dirige actuellement le Centre d'études des littératures anciennes et modernes, le CELAM, depuis 2003. Jean-Pierre Montier va nous parler de Joseph Koudelka et de Théo Angelopoulos à travers l'œuvre Les Regards d'Ulysse. Voilà, je lui cède la parole. Alors j'ai apporté avec moi un ouvrage que j'ai publié. Merci Gaël Morel d'en avoir parlé tout à l'heure, que j'ai publié voilà 5 ans, que je mets ici. C'est un ouvrage qui ne s'est pas vendu du tout. Tous les ans, au mois d'octobre, Joseph Koudelka m'appelle au téléphone pour me dire « Jean-Pierre, je reviens de voyage, etc. Tu sais, ton livre, c'est le meilleur livre qu'on ait fait sur moi. C'est dommage qu'il ne s'est pas vendu, mais c'est quand même le meilleur. » Donc vous avez sous les yeux le livre que personne n'a acheté, mais qui est le meilleur sur Koudelka. Voilà. Alors, est-ce que je... Hop. Et je vais tâcher de me débrouiller pour vous montrer à la fois les premières images de ce film et les dernières images. On doit pouvoir le faire et puis après on passera au PowerPoint. Alors, je vais en réalité parler, et je ne sais pas quel esprit diabolique a conçu ce programme ainsi, mais à peu près de la même chose que ce dont vient de parler Fatima. Et je me suis aperçu en l'écoutant que nous avions rencontré, elle et moi, à peu près les mêmes problèmes, et que nous les avions résolus, ou avons essayé de les résoudre à peu près de la même façon. En réalité, le travail que je vais vous présenter est une partie d'un travail plus vaste, qui comporte non pas 2 références, mais 3, puisqu'il s'agira d'un travail portant à la fois sur Angelopoulos, sur Koudelka et sur François Maspero, qui a publié un livre, voilà, 7 ou 8 ans, qui s'intitule Balkan Transit, livre à l'intérieur duquel il y a un chapitre qui s'intitule Le Regard d'Ulysse. Bon, c'est un petit peu compliqué, donc je vais seulement m'en tenir aujourd'hui à ces deux éléments du corpus, Koudelka et Angelopoulos. Alors, je vais vous montrer beaucoup plus loin, donc pratiquement la fin du film, à partir de... Alors là, vous aviez le début du film, je vais vous dire de quoi il s'agit, et là, vous avez la fin du film. Tout le cinéma de Théo Angelopoulos est un régal pour cinéphiles cultivés, une expression dans laquelle je verrais volontiers un pléonasme d'ailleurs, tant le cinéma est très tôt devenu à la fois un authentique moyen de penser sur pièce face à des objets visuels extraits du réel, donc des documents si vous voulez, tout en demeurant un divertissement dans la plus grande tradition, y compris celle de la production de mythes collectifs. La photographie des Fières Lumières entrant dans la gare de la Ciotat, qui est un document, donnera bientôt celle du Mécano de la Générale de Keaton ou La Roue d'Abel Gance, etc. Et vous avez tout à l'heure vu un document. Le Regard d'Ulysse présente ici 2 formes d'intérêt. Il est d'abord organisé autour de 3 types de documents. Si on veut, un document authentifié, ce que vous avez vu tout à l'heure, la séquence des fileuses d'Advela. Un document, je dirais, fictionnalisé, celui que vous êtes en train de voir, c'est le transport donc d'une statue de Lénine sur le Danube, et puis un document mythifié, le film Perdu des frères Manakis. Son titre même le signale, il est question d'un regard porté sur ces différents objets documentaires par un personnage lui-même mythique et historique, Ulysse, qui incarne à la fois le voyageur par excellence, dans le temps et dans l'espace, et le cinéaste lui-même. En fait, le film concentre le mythe ulysséen avec celui d'Orphée, le poète lyrique qui descend aux enfers retrouver son aimé, enfer où le regard qu'il ne peut s'empêcher de lui accorder renvoie donc sa bien-aimée. Autrement dit, il s'agit d'un regard au second degré, un regard méta-documentaire et méta-cinématographique. Alors, quelles sont les 2 œuvres sur lesquelles je vais m'appuyer aujourd'hui ? Le Regard d'Ulysse, un film de Théo Angelopoulos avec notamment Harvey Keitel, qui a été présenté en 1995 au Festival de Cannes, où il a reçu le Grand Prix du jury. Et cette année-là, la Palme d'Or était attribuée à Underground de Costa Rica. Le film s'intègre dans une trilogie entre Le pas suspendu de la cigogne en 91 et L'éternité et un jour en 98.
Deuxième élément du corpus, Periplanicis, un recueil de photographies de Joseph Koudelka, qui a été exposé à Thessalonique en 1997. L'ouvrage est accompagné de 2 textes, une courte préface d'Alain Bergala et le journal de bord de Margarita Mandas, la script, qui travaillait alors avec Theo Angelopoulos lors du tournage du Regard d'Ulysse. En 1994, Joseph Koudelka est sollicité par le producteur du film, Eric Heumann, qui lui a demandé donc de suivre le tournage du Regard d'Ulysse d'Angelopoulos. Pas tout à fait comme photographe de plateau, il est difficile de demander à Koudelka d'être photographe de plateau, mais comme une sorte de mémorialiste, si vous voulez, du tournage. C'est ce que fit Koudelka pendant plus de 2 mois, accompagnant l'équipe de tournage en Grèce, en Albanie, en Roumanie, en ex-Yougoslavie, où il se pose de manière d'ailleurs un peu similaire à la question du Kurdistan, vous le savez, des questions de frontières, des questions de superposition, de strates historiques, etc., etc. Le film est dédié à Gian Maria Volonté, puisqu'il est mort à la fin du tournage. Chronologiquement, c'est le tournage du film d'Angelopoulos qui vient en premier, c'est donc par lui que je commencerai. Quel est le synopsis? A. Point. Est un cinéaste grec qui vit aux États-Unis, qui revient à Florina, sa ville natale, où l'on va projeter l'une de ses œuvres. A comme Angelopoulos, A comme Alexandre de Macédoine, Alexandre le Grand, le héros du voyage à Cythère, comme Kafka dont le personnage principal est souvent dénommé K, Angelopoulos a donné le sien A, qui est donc la mise en abîme d'un sujet, ou plutôt à ce stade d'un homme, à savoir Théodoros Angelopoulos, né en 1935 à Athènes, la ville où s'inventa aussi la démocratie. Alors ce film est aussi une réflexion sur l'histoire, sur la démocratie et sur les regards face aux thèses sur l'interprétation de l'histoire, comme je vous le dirai tout à l'heure. Le but du séjour de A à Florina, qui est une agglomération grecque située à quelques kilomètres de Bitola, ou Monastir aussi, parce que les villes ne portent pas toujours les mêmes noms, selon que l'on est, selon la géopolitique, qui est en Macédoine qu'on appelle aujourd'hui Former Yugoslav Republic of Macedonia, du moins pour les Grecs, puisque les Grecs ne veulent pas que la Macédoine s'appelle Macédoine, puisque la Macédoine c'est Alexandre, donc c'est la Grèce, vous voyez bien le type de problème. Il est donc à Bitola Monastir pour retrouver 3 bobines d'un documentaire tourné au début du siècle par 2 frères, Miltos et Yanakis Manakis. Manakis, qu'on appelle Manakis en Grèce, mais Manakias quand on est en Albanie, sachant qu'ils sont albanais. Vous comprenez, ou plutôt vous comprenez que vous ne comprenez pas, mais tout ça est important. Donc, certains... alors, ces frères, donc Manakis, sont des contemporains des frères Lumière, qui réalisèrent eux aussi des films documentaires. Certains sont des films à valeur ethnographique, portraits de paysans, portraits de prêtres, de politiciens, d'officiers, films sur des mariages, des enterrements, la transhumance du bétail, des monuments, etc. D'autres sur la vie sociale et politique de la Grèce des années 1900 aux années 1954, d'ailleurs, qui est la date de leur mort. Quelques exemples de ces titres. La lutte des Macédoniens contre les jeunes Turcs, Niaza Bey accueille les ministres roumains, les guerres dans les Balkans, déjà au début du siècle. Le film d'Angelopoulos commence d'ailleurs par un extrait de l'un de ses films, Les fileuses d'Advela, en 1905, sorte de parc immémorial. Il s'agit du tout premier film tourné en Grèce et dans les Balkans. Autrement dit, il s'agit d'une origine. Après la mort de Yanakis, Miltos Manakis, son frère, confie avec leurs archives à la Cinémathèque de Belgrade 3 de leurs films que personne n'a jamais vus puisqu'ils n'avaient pas pu être développés. Le conservateur de la Cinémathèque, faute de connaître leur formule chimique, à son tour les a confiés à un spécialiste du développement de la Cinémathèque de Sarajevo. Et pour s'y rendre, et le film va raconter ça en fait, pour s'y rendre, va passer par Koritza en Albanie, par Skopje en Macédoine, croisant au passage plusieurs personnages féminins qui se ressemblent tous et pour cause. Ils sont joués par la même actrice, Maya Morgenstern. Mais ces personnages féminins incarnent tantôt sa femme, tantôt sa fille, tantôt sa maîtresse, tantôt sa grand-mère, etc., etc. Bon. En réalité, il s'agit de strates historiques et de
du problème de la polyrythmie, si vous voulez, du rapport à l'histoire, exactement la même chose que Fatima exposait tout à l'heure. Au cours de cette sorte de longue marche, au fil de laquelle s'intercalent des extraits de documents des frères Manakis relatifs aux guerres balkaniques, A découvre en même temps que son propre passé familial la guerre contemporaine, parce qu'en plus c'est tourné en pleine guerre et en pleine bataille de Sarajevo. Bon. La guerre contemporaine qui, une fois encore, fait rage avec des snipers qui guettent une population traumatisée qui ressemble à autant de malades qui déambuleraient dans un hôpital psychiatrique. Mais le développement des 3 films à peine accompli, le conservateur et sa fille, toujours interprétés par la même actrice, sont raflés et assassinés au cours d'une scène exclusivement sonore qui montre seulement un écran blanc noyé dans le brouillard d'où sortent des cris, des détonations, ainsi que la voix de l'un des assassins qui dit « C'est comme ça, mon cher monsieur, le créateur a fait un sacré bordel, je vous renvoie à celui qui vous a créé. » Et lorsque A parvient enfin à projeter ces films, il est assis devant un fauteuil défoncé de la salle de cinéma de Sarajevo, mais seul apparaît sur l'écran la blancheur et les sauts d'images dans un contre-champ montrant le regard d'Harvey Keitel, ébahi, perdu dans ses pensées et suivi d'un fond noir. Alors, j'ai pas le temps de vous montrer ce plan final, si vous voulez. De toute façon, il n'y a rien à voir, hein, sauf effectivement l'écran blanc qui saute et le regard halluciné d'Harvey Keitel. Voilà pour ce que raconte le film. Dans une interview qu'il a accordée à Serge Rémy, publiée dans l'Humanité en 1995, Théo Angelopoulos s'explique sur le titre et cette expression quelque peu curieuse. Alors je passe là-dessus sur l'essentiel. Théo Angelopoulos dit que son projet c'était de sculpter le regard d'Ulysse. Sculpter le regard d'Ulysse, un regard qui portait toute l'aventure humaine. Alors, je m'arrête sur ces mots qui me paraissent importants. Le verbe sculpter d'abord. Le projet d'Angelopoulos n'est évidemment pas de réaliser un film d'action avec rebondissement. Je pense que vous connaissez le cinéma d'Angelopoulos. C'est pas tout à fait de cet ordre-là. Il est effectivement de l'ordre de la sculpture. Alors, c'est très intéressant puisque il s'enracine dans ce qui est par excellence l'art de la fixité, même si on sait bien qu'il y a des rythmes, en effet, dans la sculpture. Et c'est un paradoxe qui signale l'existence en réalité d'un double conflit à la fois esthétique et politique, qui s'éclaire par le fait que A, le personnage du cinéaste, dit à propos de Sergei Mikhailovich Eisenstein, qui est le chantre du montage dynamique, il n'est pas dans la sculpture Eisenstein, c'est clair, il dit ceci: « Nous l'aimions, mais il ne nous aimait pas. » Bon. Avec la figure tutélaire d'Eisenstein s'éclaire la triple dimension de quête des origines que revêt ce film, origine de la Grèce, avec Ulysse, origine du cinéma avec les frères Manakis, et avec Eisenstein, le grand cinéaste soviétique, origine de la mystique politique communiste et de l'époque où les pionniers du 7e art pensaient qu'avec les soviets et l'électricité, le cinéma allait contribuer à forger un homme nouveau. Alors, j'ai terminé. Alors, êtes-vous certain de vouloir quitter? Oui, je suis certain de vouloir quitter. Je passe à présent donc aux photographies de Joseph Koudelka. Voici la couverture de son ouvrage Periplanicis. L'aventure humaine, donc c'est ce qui intéresse Angelopoulos. L'aventure humaine au sens anthropologique, c'est de l'histoire de l'homme dans son ensemble, depuis ses origines, qu'il est question, rien qui soit ici de l'ordre de l'extraordinaire ni de l'émerveillement. Et si l'on devait d'ailleurs ne connaître la Grèce que par les films d'Angelopoulos, on croirait que ce pays se situe dans les Balkans, non pas dans les Balkans, mais dans la mer Baltique, peut-être d'ailleurs à Montréal, tant il y fait à la fois froid et un temps brumeux et pluvieux, etc. Donc on est évidemment au contraire du cliché de la Grèce tout en bleu et blanc. Ce regard d'Ulysse, selon Angelopoulos, est une sculpture de l'ordre de l'inerte, du marmoréen. Il a tout d'ailleurs d'une boîte de Pandore. Il ne contient que des visions de guerre, de meurtre, de viol, et ce sur 2000 ans. Ce qu'il renferme n'est pas une projection, une anticipation, une découverte. Pas de surprise possible. Plus de promesses, rien qui soit positif.
La Grèce est un vieux pays à l'agonie et des surprises. Elle n'en offre plus que de mauvaises et depuis longtemps. Ce regard d'Ulysse est un regard rétrospectif et surtout introspectif, un regard fixe, glacé, qui n'est pas orienté vers l'extérieur, mais dirigé à l'intérieur de soi, en direction d'une aventure humaine conçue non comme avenir, mais comme passé, écoulée et même écroulée, déboulonnée, comme la statue de Lénine emportée sur le fleuve, l'une des scènes les plus marquantes de ce film, qui renvoie d'ailleurs à celle de la statue immergée d'un colosse antique dont on repêche la main dans un autre film, Paysage dans le brouillard, qui date de 88. La statue de Lénine est une forme de mise en abîme du film lui-même, qui statufie l'histoire, l'interdit d'avenir au motif qu'elle n'a jamais répondu aux attentes du passé, produit une concrétion marmoréenne qui fait des paysages des Balkans un monument funèbre dédié à toute l'histoire humaine. Le film tout entier se présente comme une fable à caractère circulaire, en raison d'ailleurs du retour final sur le personnage du cinéaste, qui fait écho à celui de Miltos, qui filme au début un navire à voile sur le port de Salonique. Je vais passer pas mal de choses ici. Ce film traite non de l'histoire, mais en réalité de la mémoire humaine dans son rapport à l'historicité. Effectivement, c'est la même chose dont Fatima parlait. Les diverses cinémathèques étant autant de métaphores de la conservation, de l'archivage, du document, du classement rationnel, ou au contraire de la lacune, de la perte, de l'oubli, parce que la perte et la lacune vont en réalité avec l'archivage, etc., etc. Ce que confirme Angelopoulos à Serge Rémy. Bon, je passe la question de Serge Rémy. Il s'agit ensuite de comprendre l'échec total, je dis bien total, de la mémoire. C'est Angelopoulos qui parle. Pourquoi la mémoire historique a disparu? Pourquoi ne profite-t-on pas des leçons du passé? Pourquoi un échec doit-il en appeler immédiatement, immanquablement, un autre? Le problème est donc celui des leçons ou des enseignements que l'on peut retirer de l'histoire et de notre capacité à la comprendre, donc de sa rationalité. Celle-ci est clairement déniée, mais elle ne l'est qu'autant qu'est à la fois mise en exergue et regrettée la philosophie de l'histoire qui permettait, selon Angelopoulos, de penser l'ensemble de l'histoire, à savoir le marxisme. Le personnage de Lénine est une sorte de double d'Ulysse, et d'ailleurs le seul voyageur véritablement nautique, parce que Harvey Keitel, interprétant A, voyage, mais jamais en mer, et ne fait que dériver en barque sur une rivière qui le mène à Sarajevo. Alter ego d'Ulysse, Lénine, sous la forme d'une gigantesque statue, est transporté, donc, au cours d'une scène mémorable, au fil du canal qui mène de Constanza au Danube. Une statue pharaonique dont il est dit qu'elle vient d'Odessa, la ville où eut lieu la révolution de 1905, soutenue par l'équipage du cuirassé Potemkin, le film d'Eisenstein, lui encore, datant de 1925. Et la statue, où va-t-elle? Elle est destinée sans doute à être vendue à un collectionneur allemand, dit-on, un amateur sans doute d'ostalgie, selon l'expression désormais consacrée. L'on est dans le registre de la parabole, Lénine vendu aux Allemands, dérision de l'histoire, qu'Angelopoulos ne paraît évidemment pas goûter. Car c'est manifestement un film qui, plus loin que la seule nostalgie, confirme forme et rythme, justement, à l'amertume commune à nombre d'intellectuels d'avoir dû faire leur deuil du communisme, conçu par eux comme un idéal humaniste. Ainsi, A et l'ami qu'il vient de retrouver à Belgrade trinquent-ils à leurs illusions perdues et à la vie qui n'a pas changé malgré leurs rêves de jeunesse. Angelopoulos, nostalgique des rêves collectifs, récuse, au bout du compte, toute rationalité, toute raison d'être à une histoire qu'il ne comprend plus. Je cite Angelopoulos. Pourtant, ce siècle avait bien commencé, avec quelques promesses, et on croyait que c'était possible un changement du monde, une amélioration des conditions de la vie, et aussi on pouvait rêver. Et à la fin, c'était balayé, parce qu'on a eu une déformation de l'idée originale. Angelopoulos, au fond, développe la thèse de l'idéal bafoué, de la bonne idée dévoyée, la thèse qu'a magistralement critiquée Tsvetan Todorov dans Mémoire du mal, tentation du bien. Je renvoie à cet ouvrage, je ne commente pas davantage. Autrement dit, Angelopoulos emprunte la forme et le rythme de la sculpture, du monument, mais d'un monument qui paradoxalement se refuserait à faire le deuil. Il sacralise l'idéologie, faute de parvenir à conjuguer au passé ses propres illusions.
Je pense qu'Angelopoulos fait de l'art religieux, perpétuant ainsi les effets calamiteux d'une religion de l'histoire. Et là, je cite Méchonic, à propos du rythme, justement, j'ai tâché moi aussi de trouver des instruments pour permettre de penser ça, qui me paraît capital. Henri Méchonic qui dit « Le rythme donne son goût au temps, il fait du langage une matière du temps. Par lui, une vie devient une phrase et sont phrasés ensemble, le sujet n'étant qu'un des noms des effets du rythme, son passage. Le rythme apparaît ainsi étrangement l'ennemi et le rival du religieux. » Et il ajoute « Homère raconte que les dieux riaient. » Et c'est moi qui rajoute, pas Angelopoulos ni ses dieux. Alors je passe sur plein de choses ici pour arriver à Koudelka. Koudelka, donc, dont Alain Bergala dit que lorsqu'il envoie ces images à l'agence Magnum, personne ne comprend ce qu'il est en train de faire. Il est supposé suivre effectivement le tournage d'un film, et il envoie quelques-unes de ces images qui sont effectivement des images de tournage d'un film. Bon, il accomplit ce qu'on lui demande, il photographie les acteurs, il photographie Angelopoulos ici à droite avec Maya Morgenstern qui est à gauche et qui lui donne en effet des indications scéniques, scénographiques, etc. Là, c'est toute une série d'images qui sont faites, réalisées à l'occasion du tournage, mais qui sont en réalité sans aucun rapport avec le tournage. Alors, j'ai inséré cette image pour rappeler que Joseph Koudelka, en même temps qu'il avait photographié les gitans de Tchécoslovaquie dans les années 62, 63, etc., avait aussi photographié du théâtre, et c'est un grand photographe de plateau, un grand photographe de théâtre. C'est comme ça qu'il est connu, puisqu'il a collaboré avec tous les grands hommes de théâtre, à commencer par Václav Havel dans les années 60. Donc Joseph Koudelka sait ce que c'est que de photographier du théâtre un plateau. Mais il va photographier ça, il va photographier les gens à Belgrade, à Sarajevo, à Skopje, etc. Il va aussi photographier évidemment la statue de Lénine que l'on est en train d'emporter, et il va, et je vais m'arrêter sur cette photographie, en faire cette photo là, qui est autre chose que ce que vous avez vu tout à l'heure dans le film d'Angelopoulos. Deux sentiments me semblent se dégager des photos que va prendre Koudelka. Et je vais m'arrêter à un seul d'ailleurs. Le premier de ces sentiments, c'est l'absence chez Koudelka de révérence envers les idoles, ou les icônes, si vous voulez. Ces images de Lénine sont d'un tout autre type que celles d'Angelopoulos. Pas de pathos, pas de mélopée nostalgique dans laquelle le cinéaste entraîne le spectateur, mais un rapport massif, un rapport frontal. Il y a du pendu dans la tête de Lénine au bout d'une grue chez Koudelka, et me semble-t-il, il y a du gisant, c'est-à-dire une image à caractère religieux, une icône, chez Angelopoulos. Pour Angelopoulos, la statue de Lénine, c'est un idéal qui meurt et dont il porte le deuil. Pour Koudelka, c'est une pure représentation du pouvoir absolu allié au dogmatisme absolu. Et Koudelka, d'ailleurs, a photographié sur place tout un tas d'autres statues, justement. De la même façon que lorsqu'il était en Tchécoslovaquie et lorsqu'il a photographié l'arrivée des chars soviétiques en août 1968 à Prague, il a aussi photographié des éléments, si vous voulez, de cette espèce de statuomanie ou statuophilie assez propre au régime totalitaire. Donc, lui, il rephotographie les statues et il se pose en réalité la question de la déconstruction du rapport au monumental, aux grands hommes, à leur culte, etc. Alors, je vais aller tout de suite à la conclusion, parce que je crois que j'ai épuisé ou à peu près les 20 minutes dont je disposais. Et pour revenir à ce parallèle sur lequel j'ai construit cette intervention, l'image ultime, l'image cachée à la recherche de laquelle va le personnage d'Angelopoulos n'est autre que le cœur mythique ou mystique de l'idée communiste, dont certains penseurs posent encore aujourd'hui qu'elle existe, comme ces trois bobines, mais qu'elle a été mal développée, elle aussi, pour des raisons techniques, et que son sens authentique nous reste caché.
Toute la différence entre les deux démarches, celle d'Angelopoulos et celle de Koudelka, se concentre sur le traitement de la statue de Lénine et de la scène de l'emportement de la statue de Lénine comme document. Chez Angelopoulos, la statue poursuit en un sens son voyage. L'idée qu'elle incarne est aussi immortelle que le personnage d'Ulysse lui-même. Entre le document originel des fileuses, elle-même mythe des origines et de la mémoire, et le document introuvable du film perdu et irreprésentable, le document fictionnalisé que constituent les images de la statue du révolutionnaire fonctionne dans le sens de la restitution, de la quête nostalgique chez Angelopoulos. À l'inverse, il fonctionne dans le sens de la déconstruction chez Koudelka. La barge est un reliquaire transportant une icône chez Angelopoulos. Elle est une poubelle, celle de l'histoire, chez Koudelka. Alors, je vous montre quand même quelques autres images. C'était un peu compliqué de vous les montrer en articulant mon propos. Alors ici, c'est un crocodile pris dans le zoo de Sarajevo par Koudelka. À droite, c'est une image de propagande politique lacérée. Il y a un rapport, si vous voulez, depuis les années 60, en réalité. Dans l'œuvre de Koudelka, il y a un rapport à l'image qui est iconoclaste. Il est possible d'ailleurs que les grandes images dialectiques ou problématiques, comme on voudra, soient de manière complexe, d'ailleurs, des images à la fois iconoclastes et éventuellement iconodoules. Je crois qu'il y a toujours un rapport de destruction d'autres images, ou de guerre, ou de polémique peut-être des images, ou des divers systèmes ou régimes de représentation de l'image chez les grands créateurs d'images. Donc Koudelka est un grand iconoclaste aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est le type d'image qu'il cherche à détruire. Ça, c'est une image faite par lui en 1968. Il y a d'ailleurs plein d'images de Lénine pleurant en 1968, juxtaposées avec des images de chars. Ça, c'est Sarajevo. Ça, c'est août 68. Vous voyez bien l'utilisation, si vous voulez, des immeubles brûlés comme fond de scène, d'une certaine façon. Koudelka sait très bien ce que c'est que de construire ce que Rancière, d'ailleurs, appelle, comme vous dites, une scène photographique, une image problématique. Voilà, quelques images de gitans, images de chiens, images d'animaux, images prises depuis une voiture, etc. Enfin bref, vous imaginez effectivement comment Bergala est un peu étonné de voir arriver ce type d'image-là comme image du tournage du regard d'Ulysse d'Angelopoulos. Il y a manifestement un grand écart entre les deux œuvres, même si elles s'effectuent à l'occasion du tournage de ce regard d'Ulysse. Alors ici, une barque sur le Danube, etc. Et là, je finirai là-dessus, Harvey Kettel. Alors l'intérêt, je termine, de l'articulation avec François Maspero et le livre de François Maspero, dont je vais vous montrer une image. Voilà la couverture. C'est justement, notamment, parce que François Maspero est quelqu'un de prodigieusement cultivé, de faire la liaison entre les non-dits de Koudelka et les non-dits d'Angelopoulos. Et parmi les non-dits de Koudelka et d'Angelopoulos, il y a le fait que le canal du Danube sur lequel circule la statue de Lénine a été creusé en réalité par des par des prisonniers du Goulag, et que le creusement du canal du Danube sur lequel circule la statue de Lénine, Maspero le sait et il le dit, ça a fait 20 000 morts. Enfin, on arrondit. C'est pas les photos de Rodchenko ? Il y a des photos de Rodchenko, absolument, sur ce creusement du canal du Danube qui avait été commandé pour faire la propagande, donc, comment les joyeux membres du Goulag creusaient, donc, voilà. Merci de votre attention.